Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et on commence à approcher de la fin pour cette série d'analyses pour cette génération. Mais il reste encore un peu de travail à ce niveau-là. Et on va parler des fossiles de la génération. Les Pokémon fossiles qui sont donc des Pokémon reconstitués à partir de pierres, de fossiles comme dans les générations précédentes, même s'il n'y en a pas eu à chaque génération. Ça a commencé évidemment avec la première génération, avec Kabutops, Ptera et Amonistar, du coup. Donc là, c'est des évolutions, mais voilà, c'est Kabuto et Amonita. Mais voilà, à chaque fois, il y avait globalement, à chaque génération, à part certaines, eh ben, il y avait des petites pierres, voilà, des petits fossiles. Vous alliez à tel endroit, un musée en général ou un laboratoire, et ils vous reconstituaient un Pokémon. Et du coup, bah, il y a ça aussi en huitième génération. Sauf qu'en huitième génération, la particularité des fossiles, c'est qu'en fait, tu as besoin de deux fossiles pour en avoir un autre. En fait, ce sont des paires de fossiles que tu dois faire fusionner ensemble pour avoir un Pokémon fossile. C'est la seule génération et la première où il y a eu ça, c'était pas le cas avant. Et du coup, ça en fait un peu la particularité de ces fossiles. Par contre, sur le plan de design au niveau de ces fossiles, c'est vrai que c'est assez spécial, hein. Comme on peut le voir pour le premier juste ici, c'est un mélange un peu étrange. Vous voyez, une grosse queue de dinosaure avec un bout de tête qui dépasse. Donc vraiment au niveau du design, hein, c'est assez spécial, on est d'accord. Voilà, c'est hyper moche, hein, on va pas se mentir, bien sûr. Mais voilà globalement comment ça se passe. Mais globalement, les quatre fossiles sont à peu près d'un design aussi sympathique. Donc voilà, hein, ça donne un peu l'image du truc. Alors du coup, alors les noms du coup de ces fossiles. Alors je sais pas si on va pouvoir les voir ici. Si on les a ici, donc vous voyez, c'est issu de l'assemblage des fossiles oiseaux et dragons. T'as aussi le fossile poisson et le fossile aileron, je crois, un truc comme ça. Donc c'est quatre fossiles en fait, et à chaque fois ça te donne du coup bah, quatre paires de fossiles, donc quatre Pokémon fossiles au total. Donc le premier du quatuor, c'est Galvagon. Galvagon, on vient de voir du coup la fusion entre le fossile oiseau et le fossile dragon, et on va voir ce que ça donne ça en stratégie. Alors on commence déjà par le type. Il a un type électrique dragon. Alors électrique dragon, c'est un type qu'on connaît bien sûr avec Zekrom, le Pokémon légendaire de la cinquième génération. Alors électrique dragon, c'est un double type qui est plutôt sympathique puisqu'il apporte autant défensivement et offensivement. Déjà, défensivement, ce qui est bien, bah, le type électrique, il a qu'une seule faiblesse au type sol et trois résistances, on le sait. Donc en fait, il va pas apporter beaucoup de faiblesse au team dragon, si ce n'est cette faiblesse seule qui reste évidemment très gênante. Mais à côté, bah il y a l'apport d'une double résistance électrique notamment, ainsi qu'une résistance vol et une résistance acier, avec le combo des autres résistances feu, plante et eau, ce qui fait un plutôt combo défensif. À côté, on a la faiblesse sol, on a les faiblesses du team dragon, dragon, fée et glace. Donc ça se cumule quand même, donc ça reste des faiblesses gênantes bien sûr, mais globalement il a quand même des résistances utiles à côté. Donc globalement c'est pas si mal que ça. Ensuite offensivement ça reste plutôt correct aussi. Bon c'est pas incroyable parce qu'il s'apporte pas grand non plus, mais comme le Team Dragon, bah il a une bonne couverture neutre et que le type électrique a une couverture neutre intéressante aussi, c'est globalement un type offensif correct. Bah, vous voyez que ensemble, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au combo de stab, hein. Il y a un peu plus de 20 Pokémon dans le jeu, avec quelques top tiers quand même, mais globalement, c'est pas beaucoup résisté. Donc, c'est plutôt un type qui est assez intéressant. Il suffit pas vraiment de beaucoup de coverage pour le couvrir. En général, une attaque de type feu va couvrir le tout. Puisque vous voyez, hein, il y a Minotaur, Magnézone, Noacier, Tocorico, machin. Donc voilà, si on met une attaque de type feu, bah il y a plus qu'un Pokémon Mega Altaria, mais Mega Altaria n'est pas revenu en budget. Donc une attaque feu suffit à cela. Alors ensuite, du coup, au niveau de ses talents, le premier talent c'est Agitation. Agitation booste de 50% la puissance de toutes les attaques physiques, mais en échange, ça retire la précision de ses attaques de 20%. Donc ça veut dire que tu vas plus souvent rater tes attaques, mais en même temps tu vas taper plus fort. Alors c'est bien, mais ça a quand même cette contrepartie-là de baisser la précision de ses attaques. Mais en gros, le problème de cette façon de faire, c'est que en fait, lui,
Normalement, un Pokémon de Team Dragon, il va pouvoir va pouvoir augmenter la puissance de ses attaques avec des attaques de boost en fait, plutôt que d'avoir un talent pour ça. Lui, il y a que ce talent globalement qui lui permet de booster ses attaques. Ce qui fait qu'il dépend un peu trop de ce talent et du coup, bah, il a plus de risques de rater ses attaques à cause de la contrepartie d'agitation. Mais après, ça reste un talent qui est utile pour un Pokémon offensif comme lui. Son deuxième talent, c'est Baigne Sable qui va doubler sa vitesse sous la tempête de sable, qui peut rester un bon talent si à la tempête de sable évidemment. Et pour finir, on a Absorbe Volt qui va redonner un quart des PV maximum du Pokémon s'il prend une attaque électrique. Et en échange, ça lui donne aussi une immunité au type électrique. De base, il prend de toute façon pas cher aux attaques de type électrique. Il a une double résistance électrique, je rappelle. Donc, c'est pas forcément toujours très utile de rajouter une immunité par-dessus quand t'as déjà une double résistance au type. Après, sous anticipation, évidemment. Si tu prends une attaque électrique, tu peux récupérer des points de vie. Mais bon, hein, c'est assez situationnel de toute façon. Ensuite, les stats de ce Pokémon. Alors, en regardant les stats, bah, il n'y a pas grand-chose qui ressort vraiment de ces stats. En fait, la puissance de ce Pokémon, elle va venir d'autres choses, en fait, globalement. C'est une niche, en fait, hein, qu'il a par rapport à une attaque qu'on va voir dans son pool juste après. Mais en regardant les stats, c'est vrai qu'il a pas des stats de ouf. Un bulk qui est satisfaisant sans être exceptionnel. Il a quand même une SPDF assez moyenne, hein, 70 seulement. Un bulk physique 90-90, c'est correct, hein, c'est pas si mauvais que ça. À côté, bah, il tape pas extrêmement fort hein, pour un dragon. Hein, 100 en attaque, 80 en attaque spéciale. Si tu compares à d'autres dragons, c'est vrai que c'est moins fort que Kershakroc, par exemple, hein, qui a 130 en attaque. Ensuite en vitesse, sa vitesse est pas folle non plus, il a que 75 de vitesse. Mais qu'est-ce qui renforce ce Pokémon? Et ben en fait tout vient à partir d'une seule attaque qui est très très forte en fait. C'est pour ça et cette attaque, elle est dans son move pool et elle s'appelle Prise de bec, Bolt Beak en anglais, qui est en gros une attaque de type électrique physique qui a 85 de puissance et 100% de précision et qui a la particularité de doubler de puissance sans compter le stam si jamais tu tapes avant le Pokémon adverse. Donc ce qui fait que cette attaque peut faire très très mal au Pokémon en face, sachant que c'est boosté par agitation également, il faut le rappeler. Le problème de cette attaque quand même, c'est que elle est de type électrique et il suffit évidemment qu'un Pokémon de type sol immunisé au type électrique vienne sur l'attaque pour la couvrir. Donc finalement, en type sol, ça va être très souvent joué puisque le type sol c'est un des types les plus joués du jeu, c'est un des types les plus forts du jeu, donc forcément il y aura un type sol dans une team. Donc si t'as pas géré le type sol de la team adverse, eh bien tu vas avoir du mal à placer cette attaque, mais elle reste très puissante et avec agitation ça permet de pallier un petit peu au fait que le Pokémon tape pas si fort que ça. Le problème, ça reste la vitesse. Il a que 75 de vitesse, et même avec un mouchoir choix, eh ben, il risque de se faire dépasser par des Pokémon avec des mouchoirs choix déjà plus rapides de base, ou des Pokémon juste naturellement plus rapides quand même, ou des Pokémon qui peuvent tanker son attaque. Globalement, il peut y en avoir, hein, puisqu'une attaque de type électrique soit moins forte qu'une attaque de type eau ou une attaque de type sol, voilà, hein, d'à peu près la même puissance. On peut même penser à des Pokémon qui résistent comme lui hein, au type électrique et voilà, pareil, ça suffira. Donc en fait, il y a quand même cette niche hein, qui le rend très très fort parce que cette attaque, elle est capable de faire d'énormes dégâts, hein, mais du coup, il y a quand même la contrepartie du type de l'attaque, évidemment. Son move pool, qu'est-ce qu'il a du coup en termes de move pool? Alors globalement, il a un move pool offensif qui est bon. Il a beaucoup d'attaques offensives, ce Pokémon, tant physique et spécial. Sur les stats, donc il a Dracogriffe, il a Dracométéore, il a sur le plan du type électrique, donc son attaque signature bien sûr, et puis les attaques électriques spéciales classiques. Il a des attaques de type feu également, il a Déflagration, Crot-feu, Lance-Flamme, il a Telluriforce Séisme, donc il a le coverage sol également. Le gros problème de ce Pokémon, c'est qu'il ne va pas avoir d'attaque de placement, il n'a pas d'attaque de boost, notamment il n'a pas Danse Draco, alors qu'à côté tu as Dracolos ou Dratak qui vont avoir Danse Draco, car Chakroc a Danse Lame, c'est pas Danse Draco mais c'est une attaque de boost quand même, et lui il ne peut pas booster ses dégâts, ce qui fait qu'il dépend du coup encore plus de son talent Agitation, qui est la seule chose qui lui permet de booster ses dégâts naturellement comme ça. Donc c'est dommage qu'il ne puisse pas booster ses dégâts, sachant que en dehors de Volbeat, bah il a quand même que 100 en attaque, donc c'est dommage qu'il n'ait pas au moins un petit move de placement comme ça.
Alors la fiche stratégique, une bonne attaque et un bulk global décent, un double type bon offensivement et défensivement, un talent utile agitation et un move pool décent, une très bonne attaque signature, prise de bec, une vitesse un peu juste et une absence d'attaque de placement dans son move pool. Alors ce Pokémon est, malgré ses stats moyennes, bien classé. Il était tombé en underused à un moment donné dans la génération. Donc il restait un tiers décent, puis il est devenu trop fort pour l'Underuse avec sa fameuse attaque qui, couplait parfois à des combos offensifs très forts à côté, ou par exemple souterrain électrique, hein, où tu peux faire beaucoup plus de dégâts aussi, bah, le Pokémon était quand même trop fort pour l'Underuse, il a donc été banni du tiers, donc il est BL ce Pokémon, il est quand même fort, et il se classe mon 81e de l'Overuse le mois dernier, avec même pas 1% du tiers, donc il reste très bas et très rarement joué en overused, mais il était quand même, ouais, il a quand même été banni du tiers d'en dessous, donc il est à la limite de l'overused quand même. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste donc les trois autres fossiles à voir et le reste des Pokémon bien sûr sur les Pokémon de la sur la huitième génération. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.